Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un exercice qui traite sur la lumière, sur les propriétés de la lumière. Et on va en l'occurrence voir deux propriétés, donc la diffraction et les interférences. Donc on va voir tout ça à travers un exercice qui est issu d'une épreuve de terminale, donc d'une épreuve du bac des Antilles de 2011. Donc c'est un exercice qui va nous permettre de revoir un peu toutes ces notions-là, l'aspect ondulatoire de la lumière, donc les propriétés de l'onde, la diffraction, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, ça me permettra de sortir encore plus de contenu. Bon, ici les amis, on a un exercice qui traite de la diffraction, donc on va commencer à lire l'énoncé. La production de certains catalyseurs nécessite de déposer un métal noble, donc le palladium, le platine ou l'or, sur un support inerte comme de la silice SiO2. La silice commerciale se présente sous forme de petits grains blancs de tailles différentes. Il est nécessaire de trier ces grains à l'aide de tamis pour fabriquer des catalyseurs tous identiques. Le but de cet exercice est de vérifier la taille d'émail d'un tamis en effectuant une expérience de diffraction par un faisceau laser. Donc la première partie, généralité sur les ondes. Première question, définir la notion d'onde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde, les amis? Donc ça, c'est une question de cours, donc très simple d'y répondre si vous connaissez bien votre cours. Donc une onde, c'est quoi? Elle correspond à quoi? Une onde, c'est une propagation, d'accord? C'est une transmission, c'est une propagation de quoi? C'est une propagation d'une perturbation dans l'espace, d'accord? Donc c'est une perturbation qui se propage, mais c'est très important, il faut faire attention ici, ce qui se propage, c'est la perturbation, donc ça n'est pas la matière, d'accord? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transmission de la matière. Il y a seulement un transport d'énergie. Donc pour définir brièvement ce qu'on appelle une onde, donc une onde est une propagation, donc elle correspond à une propagation d'une déformation ou perturbation, on peut appeler ça aussi déformation, sans transport de matière, donc sans transport, sans mouvement, sans déplacement de matière, mais avec un transport, mais avec une transmission, un transport, d'énergie. Voilà. Voilà comment on peut définir tout simplement une onde. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On différencie deux types d'ondes. Donc, on a des ondes qui vont, alors, selon la direction de propagation et celle de la perturbation. Nommer chaque type et donner un exemple pour chacun. Donc ici, remarquez bien, les amis, ils nous disent de différencier les ondes selon la direction de propagation. D'accord? Donc, ça, c'est bien précis. Donc, la direction de propagation. Ça aussi, c'est du cours. Donc, la direction de propagation. On a des ondes dont la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. D'accord? En gros, par exemple, si ma perturbation, vous imaginez, par exemple, quand vous faites l'expérience d'une onde qui se déplace tout au long d'une corde. D'accord? Donc, la perturbation de la corde, on a en fait les points qui vont avoir des mouvements de vibration donc verticale, d'accord? Donc les points vont descendre, les points qui sont en bas vont monter, etc., etc. Et donc la perturbation tout au long de la corde, elle va se transmettre de cette manière-là. Donc chacun des points ici va subir cette perturbation, donc il va vibrer, il va changer, il va bouger verticalement. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de mouvement ici, puisque c'est vous qui tenez la corde dans ce point. Et la corde, elle ne change pas de position. Donc le point qui est là, en fait, qui est physiquement, qui appartient à la corde, ne va pas bouger, ne va pas avoir de mouvement. Et donc par conséquent, ça n'est pas la matière qui change, mais c'est l'état de déformation qui va se propager. Ici, en l'occurrence, la propagation, elle se fait d'une manière perpendiculaire, n'est-ce pas? Au sens, donc la déformation est perpendiculaire à la
propagation. Ça, c'est la propagation. Et la déformation ici, elle est perpendiculaire, d'accord? Donc, dans ce cas-là, en fait, on dit que l'onde est transversale. Alors, on va l'écrire pour que vous ayez des phrases, des mots qui expriment ce que ça veut dire. Donc, une onde peut être transversale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une onde transversale? C'est le cas, donc, par exemple, d'une vague qui se propage à la surface d'un liquide, d'accord? C'est lorsque le mouvement, lorsque la déformation, lorsque la direction, on va employer des mots corrects, lorsque la direction de propagation est perpendiculaire ou radiale à la direction de perturbation. Une onde peut être longitudinale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle onde longitudinale? Très simple, une onde longitudinale, c'est une onde dont le sens, dans la direction, donc lorsque la direction de propagation est parallèle, d'accord, parallèle ou dans le même sens, dans la même direction, parallèle à la direction de perturbation. Donc, on distingue deux types d'ondes selon le sens de propagation, des ondes transversales et des ondes longitudinales. Donc, voilà la deuxième question par rapport au cours. Partie 2, le laser, la lumière laser. Donc, un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda 0. Donc lambda 0 qui est égal à 532 nanomètres ici, et se propageant dans l'air est dirigé vers un tamis de laboratoire, sorte de grille, donc un maille carré, de côté petit a. On observe sur un écran une figure de diffraction identique à celle représentée ci-dessous. La tâche centrale est un carré de côté L égale 2,66 cm. Donc comme on peut le voir ici, on a la figure suivante. Donc, question de 1. Ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute dû voir au laboratoire. Donc, c'est le phénomène, on va le voir par la suite, sans le nommer, le phénomène de diffraction. Donc, quel caractère de la lumière l'apparition d'une figure de diffraction met-elle en évidence? Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire, les amis? C'est quel phénomène? C'est le phénomène ondulatoire de la lumière. Parce que je vous rappelle que la lumière a deux natures. Il y a une nature corpusculaire, donc photonique, et il y a une nature ondulatoire, donc c'est une onde électromagnétique. Et donc, dans le cas de cette expérience de diffraction, eh bien, qu'est-ce qui est mis en évidence ici? Ce qui est mis en évidence, c'est le caractère ondulatoire de la lumière. Donc, l'expérience met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. D'accord ? Voilà. Donc, par analogie, par exemple, avec les ondes qui, elles aussi, donnent lieu à des figures de diffraction, voilà, donc le son, ça fait de la diffraction également. Donc l'expérience, elle met en évidence ce caractère ondulatoire de la lumière. D'accord ? Ok. Alors, question suivante. Dans quelles conditions ce phénomène est-il observable? Dans quelles conditions la diffraction peut être observable? Eh bien, le phénomène, il peut être observable lorsque, ça c'est très important, c'est quelque chose du cours c'est une notion du cours que vous devez absolument maîtriser,
Donc, ça n'est pas tout le temps observable, parce que vous voyez bien, la lumière, elle passe par exemple par une fenêtre, pour autant, on ne remarque pas spécialement un phénomène de diffraction. Quand est-ce que ce phénomène peut être observable? Ça n'est pas tout le temps, il faut qu'il y ait une condition qui soit remplie ici pour pouvoir observer ce phénomène pour observer le phénomène de diffraction. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très simple. Le phénomène est observable lorsque l'ouverture petit a, d'accord, a une longueur qui a le même ordre de grandeur que la longueur d'onde, lambda, d'accord. Voilà, donc le phénomène de diffraction est observable lorsque quoi? Lorsque la taille de l'ouverture ou la dimension en fait de l'ouverture, la dimension de l'ouverture par laquelle passe la lumière, de l'ouverture est petite en fait, cette dimension-là, cette ouverture, et qu'elle soit globalement, que cette dimension de l'ouverture soit de la même grandeur, soit du même ordre de grandeur, la dimension de l'ouverture soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc dans le cours, on peut dire même que la taille de l'ouverture, petit a en fait, doit être entre lambda et 10 fois lambda. Donc entre la longueur d'onde et 10 fois la longueur d'onde. Donc ça peut être un ordre de grandeur assez intéressant et peut-être susceptible de donner ce phénomène de diffraction. Question suivante. Une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. Nommez ces périodicités et précisez leur unité. Donc, on a une périodicité dans l'espace et on a une périodicité dans le temps. Alors, très simple, ici aussi, c'est du cours. Donc, il est génial cet exercice parce qu'il nous permet de réviser le cours. Donc, alors, 2,3. La périodicité temporelle, elle correspond à quoi? Parce qu'il nous précise deux périodicités. Donc si on commence par la périodicité temporelle, donc la périodicité temporelle correspond à la période. D'accord? La période, et comment on note la période? On note la période T, dont l'unité est la seconde. D'accord? Donc qui s'exprime en secondes. D'accord? La deuxième périodicité, c'est la périodicité spatiale. Et donc la périodicité spatiale, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde. D'accord? La périodicité, c'est quoi là, une période en général? C'est la distance, donc en l'occurrence dans le cas de la périodicité spatiale, c'est la distance entre deux points qui ont le même état de vibration. Donc c'est la longueur d'onde, lambda, ici en l'occurrence, qui s'exprime en mètres. Donc lambda s'exprime en mètres. Alors, question suivante. 2,4. Rappelez la relation qui lie la longueur d'onde dans le vide lambda 0 et la célérité de la lumière c dans le vide et la période t0. Exprimez et puis calculez la valeur de la fréquence mu0 correspondante. Donc ici, encore du cours, très simple. Donc la relation qui lie lambda 0, la longueur d'onde, la célérité de la lumière c dans le vide et la période t0, puis exprimer mu0 correspondante. Donc, très simple, 2,4. Qu'est-ce qu'on écrit? Alors, 2,4,
C est égal, donc la célérité de la lumière, c'est toujours c'est une célérité, donc c'est une vitesse, c'est une distance sur le temps. Donc, moyen très simple pour retenir, c'est une distance sur le temps. Comme lambda est la périodicité spatiale qui est notée en mètres, enfin, dont l'unité est le mètre, je divise lambda par t, 0. Donc, ici on appelle lambda 0 et t0, donc c'est la longueur d'onde de la lumière dans le vide divisée par la période de la lumière dans le vide. Et qu'est-ce qu'on sait? La fréquence, ça c'est important aussi. La fréquence, c'est toujours l'inverse de la période. Donc, nu0 est égal à 1 sur t0. OK? Donc, du coup, je peux remplacer, donc ici le 1 sur t0, hein, je peux le remplacer tout simplement par nu0. Donc, ça nous fait nu0 fois lambda 0. Et ça, c'est égal à c, la célérité de la lumière dans le vide. D'accord? Donc, ici, on doit faire le calcul. Donc, si on doit calculer nu0, on doit déduire nu0, donc je vais me débarrasser de lambda 0, donc je divise par lambda 0, nu0 est égal à c sur lambda 0, et c, bon, bah c'est connu, hein, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, c'est la vitesse, la célérité de la lumière, divisé par lambda 0, ici, si on regarde bien la longueur d'onde et les données dans l'énoncé, donc lambda 0, vous voyez bien ici, c'est 532 nanomètres, hein. Donc il faut que je convertisse 532 fois 10 puissance moins 9 pour transformer le nanomètre en mètre. Donc après calcul, ça donne 6 fois 10 puissance 14 Hertz. Donc l'unité de la fréquence, quand on fait du mètre et mètres par seconde divisé par le mètre, seconde moins 1, c'est le Hertz en fait. Voilà. Hop, donc là on a trouvé nu0, la fréquence de cette lumière-là. Question suivante. Alors, calculer l'énergie associée à un photon laser de fréquence nu0. Calculer l'énergie associée à un photon. Donc ici, c'est très important parce que ça nous ramène à la deuxième nature de la lumière, qui n'est pas une nature purement ondulatoire, mais qui est également une nature corpusculaire, c'est-à-dire photonique. C'est-à-dire qu'on va considérer que la lumière, c'est finalement un faisceau de photons, un faisceau de particules qui n'ont pas de masse, mais qui transportent de l'énergie. Donc, ce sont des particules qui vont avoir de l'énergie qu'on pourra calculer. Et justement, cette énergie transportée par la lumière, elle va dépendre de sa fréquence. D'accord ? C'est la fameuse relation, la loi de Planck, qui nous dit que l'énergie transportée par la lumière est proportionnelle à sa fréquence. Et donc, le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Et ben voilà, donc du coup, facile pour calculer l'énergie de 5. Donc 2,5. Pour calculer l'énergie, il suffit de faire E égale à, donc E0, l'énergie dans le vide, c'est H, la constante de Planck, multipliée par la fréquence qu'on vient de calculer, fois nu0. Voilà. Et donc, il suffit de faire l'application numérique ici, de remplacer petit h par sa valeur et remplacer la fréquence par sa valeur. Donc, la constante de Planck, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois h fois la fréquence, qui est 6 fois 10 puissance, qu'on a trouvé 14. Et donc, on va faire le calcul, E0, le 10 puissance moins 34 fois 10 puissance 14, ça nous fait 10 puissance moins 20. Et donc, finalement, le calcul, ça donne 4 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, n'oubliez pas, les amis, ici, dans ce calcul-là, l'unité, c'est le joule, parce que on peut calculer l'énergie avec différentes unités, notamment le calorie, etc., l'électronvolt, etc. Mais ici, en l'occurrence, l'unité, c'est le joule. Voilà. Question suivante. On considérera par la suite que les longueurs d'onde dans l'air et dans le vide sont identiques, même si ça n'est pas forcément toujours le cas. Quelle propriété de l'air vis-à-vis de la lumière permet de faire cette approximation? Citer un milieu qui n'a pas cette propriété. Alors, c'est quoi la propriété de l'air qui permet de dire, en effet, que la vitesse, que la longueur d'onde, en fait, dans l'air de la lumière est similaire à la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Dans l'air et dans le vide, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Ça, c'est très important. Il faut vraiment le connaître. C'est tout simplement parce que l'air n'est pas un milieu dispersif pour la lumière. Contrairement, par exemple, au verre, qui peut l'être. Vous
Parce que si vous voyez bien, par exemple, si en dispersif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est un milieu qui va filtrer la lumière. Parce que vous savez bien que la lumière blanche, par exemple, c'est un mélange de plusieurs longueurs d'onde. D'accord? On a plusieurs lumières à l'intérieur. Et donc la synthèse de toutes ces lumières-là, ça donne la lumière blanche. L'air ne va pas pouvoir, comment dire, disperser les différentes, ou tamiser les différentes lumières, les différentes longueurs d'onde qui vont composer le faisceau lumineux. Tandis que le verre, par exemple, si vous voyez le plexiglas, etc., ou des prismes, ils vont avoir cette propriété-là. Donc, pourquoi la longueur d'onde dans l'air et dans le vide sont identiques? Qu'est-ce qu'on peut écrire? 2,6. Donc, l'air n'est pas un milieu dispersif. Pour la lumière, bien sûr. Pour la lumière, l'air n'est pas un milieu dispersif pour la lumière. Contrairement, par exemple, au verre, tandis que le verre l'est. D'accord? Et donc, voilà pourquoi la lumière, effectivement, peut garder la même longueur d'onde. Très bien, donc ça c'est la première partie en réalité, qui est une partie assez simple, puisque si vous maîtrisez votre cours, vous le connaissez bien, vous avez bien compris toutes les notions, vous n'aurez aucune difficulté à résoudre toutes les questions en fait qui sont posées là. On va passer à la partie 3. Donc la partie 3 qui traite sur les dimensions justement des mailles du tamis, qui nous permet ici d'avoir ce phénomène de diffraction. Donc le laser placé à une distance d égale à 40 cm du tamis, la distance entre le tamis et l'écran vaut d égale à 2 mètres. Donc on a la distance qui sépare le tamis de l'écran, sur lequel on va observer donc au laboratoire. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience au labo, mais c'est un TP qui est très intéressant. Et voilà, donc on a la distance, on a on a tout ce qu'il faut, on a l'angle θ, etc. On a D en fait entre le laser et le tamis, on a la distance entre le tamis et l'écran. Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors de la superposition de deux fentes allongées de même longueur, de même largeur et disposées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. 3.1. Montrer en s'aidant du schéma que l'écart angulaire θ, noté sur le schéma, peut s'écrire θ égale à L sur 2D. Donc ça, c'est une propriété, une formule très importante également du cours. Vous voyez bien ici, en réalité, si vous connaissez bien votre cours, il n'y a aucune difficulté. Hein. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut avoir bien compris le cours. On se placera dans l'approximation des petites angles, donc tangente θ égale à θ. Donc, ici, je crois qu'un schéma s'impose. Hein. Enfin, même pas besoin, parce que vous voyez bien, on a bien le schéma ici en haut. Donc, on a une distance qui est ici de 2 mètres. On a l'angle θ, ça c'est perpendiculaire. D'accord? Donc, si on veut la tangente de θ, ici, c'est le côté, donc θ c'est ça, c'est le côté opposé, n'est-ce pas, sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est la moitié de ça. D'accord? C'est la moitié de cette tâche centrale. Je sais que la tâche centrale, elle a une longueur L, d'accord? La tâche centrale a une longueur L. Donc, oula. Donc j'ai modifié la position de tech. Voilà. Donc la tâche centrale a une longueur L, donc tangente θ est égale à L sur 2, donc c'est ce côté-là, donc c'est la moitié, divisé par le côté adjacent qui est D, n'est-ce pas? Voilà, donc L sur 2 sur D. Voilà, donc c'est ce qu'on va écrire, 3,1. 3,1. Donc, bien sûr, il faut bien justifier tout ce qu'on écrit. La tangente de θ est égale à L sur 2. N'hésitez pas à bien écrire que vous considérez la tangente dans le triangle rectangle dont les longueurs sont D et L sur 2, puisque L sur 2, ça représente bien la moitié de la tâche dont la longueur est L. Donc L sur 2 divisé par D. Et donc du coup ici, petite relation mathématique, quand on divise une fraction sur un nombre, ça fait L sur 2D. Le 2, je peux le faire passer au dénominateur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à utiliser la fameuse relation, l'information qu'ils m'ont donnée ici. On se placera dans l'approximation des petits angles
Donc tangente θ est à peu près égale à θ. Du coup, bah, il suffit ici de remplacer tangente θ par θ pour trouver finalement que θ est égal à L divisé par 2D. Par conséquent, ça me donne ma relation. θ égale à L divisé par 2D. Voilà les amis pour cette question qui est somme toute assez simple. 3.2. Rappelez la relation qui lie l'écart angulaire θ à la longueur d'onde lambda et aux côtés de la maille. Donc ça c'est très important également. L'écart angulaire, la relation de l'écart angulaire θ de la longueur d'onde lambda. Donc ça c'est quelque chose que vous devez absolument retenir dans le cours. Donc 3.2, je vais rappeler ici. Quand on a ce phénomène de diffraction, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, la relation du cours, c'est la suivante. Donc, θ est égal à lambda, la longueur d'onde, divisé par A, la dimension de l'ouverture. Voilà. Donc, θ égale à lambda divisé par A. Ça, c'est quelque chose, c'est du cours, en fait. Encore une fois, vous avez vu ce sujet-là, en fait, du bac. Pour les élèves qui ont bien retenu leur cours, qui ont bien compris et qui ont bien maîtrisé leur formule, finalement, je ne vois aucune difficulté. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord en commentaire. Ensuite, 3.3. Eh bien, dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? Exprimer puis calculer la dimension petit a d'une maille de tamis en utilisant les données expérimentales des données ci-dessus. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut trouver A? On a calculé A, en fait, et on a θ, d'accord? Donc, on a d'une part θ qui est égal à lambda sur A, cette relation-là, θ et A, et on a θ qui est égal à L sur 2D, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces deux relations? Donc, comme θ est égal à lambda sur A, comme θ égale à lambda sur A, on peut déduire, que A est égal à lambda divisé par θ, n'est-ce pas? Mathématiques. A, je switch les places de θ et de A. Et donc je trouve A égale à lambda divisé par θ. Maintenant qu'on a ça, on peut remplacer θ par l'expression L sur 2D, tout simplement. Donc si je remplace θ par L sur 2D, on trouve petit a égale à lambda sur L divisé par 2D. Et donc ça revient à diviser par une fraction, ça fait, il me suffit de multiplier par l'inverse. Donc ça nous fait 2D lambda divisé par L. Voilà la relation. Et donc après je fais mon application numérique. Donc je remplace petit a égale à 2 fois D fois lambda. Donc lambda c'était quoi? C'était 532 nanomètres. Et D, ils avaient dit 2, je crois, il me semble. Donc D, oui, grand D, effectivement, c'est quoi? C'est 2 mètres ici. Donc 2 fois 2 fois 532 nanomètres. Donc je convertis encore au mètre, 10 puissance moins 9. Et je divise par grand L. L, c'est quoi? C'est déjà donné, si je ne m'abuse, dans l'énoncé. Donc grand L... Alors, c'est où, grand L. Donc, peut-être à la première partie, oui, voilà, L. Le côté, effectivement, 2,66 cm. Donc, je convertis encore en mètres. Donc, 2,66 fois 10 puissance moins 2. Et donc, je compte sur vous pour faire bien le calcul, bien comme il faut. Ça nous fait 8,0, j'écris sous une forme scientifique, fois 10 puissance moins 5 mètres. Donc, grosso modo, c'est à peu près, si je veux écrire bien comme il faut, 80 micromètres. Donc, voilà, donc ça, c'est la taille de l'ouverture qui est égale à 80 micromètres. Voilà les amis, alors je ne sais pas si c'est clair, c'est un chapitre qui est très intéressant, que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment beau, parce que ça nous permet de voir, de comprendre la lumière, notre grande amie qu'on côtoie tous les jours et dont on sait finalement fort peu de choses, hormis les deux natures corpusculaires et ondulatoires. On sait encore il y a encore beaucoup de choses à savoir et à chercher sur la lumière,
Donc j'espère que la vidéo vous a été utile, que désormais vous savez bien utiliser, comprendre et interpréter les questions qui ont trait à la lumière en physique de terminale. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à bientôt.